C'est l'heure du sonneur. Et évidemment, très heureuse de retrouver mes deux chroniqueurs Polijustice, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Bravo. Régis de Castelnau, rebonjour, on s'est vu hier, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Langlois, notre chroniqueur ancien policier, auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie édition Talma. Alors, beaucoup de sujets aujourd'hui. On va commencer par l'affaire Collère. Votre chouchou, Régis, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui, paraît-il, fait ses bagages. Et en plus, avec une petite histoire un peu rigolote, puisque, on a bien suivi qu'il y avait plusieurs membres du cabinet présidentiel qui sont déjà partis. Le préfet Patrick Stroda. Maintenant, il est question donc de Alexis Collère qui aurait fait une demande. Alors, c'est une info de l'Express du 20 janvier. Et en fait, ce proche conseiller d'Emmanuel Macron, on dit même que c'est lui qui dirige véritablement les affaires, le conseiller de l'ombre, aurait consulté la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour connaître ses possibilités en cas de départ. Et en fait, il paraîtrait donc qu'il aurait appelé la haute autorité, puis la haute autorité rappelle. Et puis en fait, quand la haute autorité rappelle, c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui a été rappelé. Et donc, c'est comme ça qu'il aurait été informé, d'après l'Express, petit couac, on va dire, qu'il aurait été informé de la volonté d'Alexis Collère de partir. Donc voilà. Et puis, dans l'histoire, le bras droit du président serait donc désabusé par la tournure politique du mandat d'Emmanuel Macron, et notamment par le gouvernement Bayrou, ou la hausse des impôts, par exemple. Ça, c'est la raison qui filtre par l'Express. Évidemment, tout ça est très calculé. Alors, qu'en pensez-vous, Régis ? Il serait désabusé par la hausse des impôts. Non, mais je rêve, quoi. Enfin, c'est pas la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le choix de Bayrou, qui a été imposé à Emmanuel Macron grâce à un chantage qui montre bien l'état de décrépitude politique dans laquelle se trouve Emmanuel Macron, ça, c'est effectivement un problème qui montre bien où en est ce mandat. La seule solution qui permettrait, si tant est qu'il y en ait une, moi je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus, si tant est qu'il y ait une solution, la seule serait le départ d'Emmanuel Macron et des élections présidentielles anticipées. Est-ce que ce que ça réglerait, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait une purge. Là, on a un espèce de furoncle qui grossit, qui ne va nulle part, avec des Français. Alors, c'est assez étonnant. Je me faisais cette réflexion hier sur la route. Je mettais une application et on me disait « Ah oui, mais non, vous ne pouvez pas rentrer en ville parce que vous n'avez pas critère, vous allez avoir une amende. » Il y avait ça, et puis je voyais, je pensais à d'autres mesures qui ont été prises qui frappent de plein fouet les couches populaires. Donc, tout le monde proteste. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises et après, ça retombe. Ça retombe. On arrive sur le périphérique parisien, 50 km/h, ce qui est ridicule, ce qui augmente les embouteillages pour les non-résidents intérieurs, la petite bourgeoisie urbaine chère à la maire de Paris. Eh bien, non, il ne se passe rien derrière. C'est assez étonnant. Il y a une anomie. Il devrait y avoir des émeutes dans les rues. Je ne les préconise pas, mais avec cette violence qui est faite à ce peuple, le peuple proteste 5 minutes et après s'arrête. Donc c'est une décrépitude totale et la seule façon d'en sortir serait de purger ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. On aurait peut-être un Trump français pour affoler un peu plus les petits bourgeois, mais non. Alors Collère, c'est très significatif. Très significatif, parce que Collère, c'est une des briques importantes du dispositif d'Emmanuel Macron. Oui. C'est lui c'est le maire du palais, c'est comme ça qu'on l'appelle, pendant que l'autre va faire il est là depuis le début. Oui, absolument, pendant que l'autre se déguise, va faire des interventions. Il a fait une intervention devant les ambassadeurs, mais tout le monde a rigolé, personne n'écoute. À l'étranger, personne n'écoute ce monsieur. Donc lui, il commence à se dire, bon, il a un peu la peste, le chef, là, moi, j'ai pas envie de sombrer avec lui. Alors, le problème avec Alexis Collère, c'est qu'il est poursuivi pour des infractions qui ne sont pas des infractions mineures, pour ces rapports troubles avec un des premiers armateurs mondiaux, lequel premier armateur mondial, pour l'instant, il commence à être dans le collimateur des gouvernements pour son rôle dans le narcotrafic, excusez du peu. Et quand on sait que en France,
tout ce qui concerne la haute corruption, la corruption de la haute fonction publique d'État et du système Macron, rien ne bouge. Les magistrats ne bougent pas. Donc on a une pourriture qui continue et Monsieur Colère fait savoir, parce que la fuite, j'en sais rien, hein, c'est ce qu'on raconte. Oui. Monsieur Colère fait savoir que non, ben oui, il en a un peu marre, il est désabusé, il veut s'en aller. Il veut s'en aller chez MSC aussi, là, hein, où il a ses habitudes, Ouais. la société qui appartient à sa famille. Ouais. Non, tout ça est assez terrible sur le niveau où nous en sommes. Et pendant ce temps-là, ben, les Américains essayent de s'en sortir à leur façon. Hein, ça, c'est leur affaire, je dirais, avec l'arrivée tonitruante de la Trump. prise de fonction de Trump. Eh bien, nous, on est incapables, on est à la remorque de von der Leyen, on essaye de s'adapter, on est en panique, il y a une panique morale invraisemblable autour de ce qui est en train de se produire. Non, c'est assez terrible, parce que je pense que ces rumeurs sont un symptôme finalement assez fort de la décrépitude. Mais attendez, parce que à votre avis, comme il est poursuivi, il va forcément essayer de se trouver un endroit où il puisse rester à l'ombre, protégé. Oui, peut-être qu'il appréhende pas trop cette procédure, hein, peut-être qu'il appréhende pas trop cette procédure. Moi, à mon avis, elle est très gênante politiquement parce qu'on s'en sert, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de débouché derrière. Il n'y a pas de débouché. Je pense que la magistrature a montré sa complaisance vis-à-vis de Macron. Elle l'a fait élire, ensuite elle l'a protégé, elle protège Colère. Parce que l'affaire de Colère, elle a bientôt 10 ans. Ouais. Je veux dire Oui, que oui. hein, on peut compter qu'il soit jugé dans 15 ans. Si ce n'est que, si la chute du macronisme Eh oui. est une chute brutale, à ce moment-là, on peut faire confiance aux magistrats. Hein, ils se passeront les nerfs sur les macronistes les plus exposés pour essayer de se faire pardonner Bah, se racheter une de ce qu'ils ont fait. virginité, oui. Oui. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Je pense que le jour où ils auront la possibilité et où ce sera facile, parce que ce sera sans danger pour eux. Ils veulent vis-à-vis des Français, disant, vous avez vu comme on est juste, regardez, hein, on les punit. Non, vous les avez fait élire, vous les protégez, vous les punirez, ce sera Et bidon. là, il se rachète. Ouais. Ok. Alexandre Langlois sur Alexis Colère. Bon, déjà, c'est rigolo pour quelqu'un qui est dans une compagnie familiale de navires de vouloir quitter le navire lui aussi. Sur ça, et sur ça, en plus, quand on parle que la compagnie familiale, la MSC Croisière, est dans le narcotrafic, c'est effectivement beaucoup. Je rebondis sur ce qu'a dit Régis, en fait. On parle d'une saisie je reprenais les chiffres tellement j'étais plus sûr, tellement ils étaient énormes, mais 1000 tonnes de cocaïne en Amérique, dans un de leurs navires. Pardon, 20 tonnes de cocaïne, 1 milliard de dollars. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas rien du tout. On n'est pas sur, on a trouvé 2 petits sachets. Et c'est une compagnie qui a été suivie pas mal et qui est là-dedans. Donc Alexis Colère est là-dedans. Et quand aujourd'hui, on a des gouvernements français qui disent on va lutter contre le narcotrafic, qu'on sait que le Sénat, l'Assemblée nationale, Matignon, enfin c'est tout infiltré partout, mais qu'on s'occupe de gérer avec le Maroc. Et Darmanin il est très content. Il dit j'étais super champion du narcotrafic en tant que ministre de l'Intérieur. Maintenant, en tant que ministre de la Justice, champion aussi, envoyez-moi des fleurs. Mais du coup, au niveau de la tête de l'État, il n'y a rien. Donc, c'est la question plutôt de ce côté-là aussi à creuser. Et sur le côté de la fuite dans la presse, c'est organisé régulièrement. Je veux dire, c'est une habitude de la Macronie. On teste les choses. Tiens, je vais faire ça. Emmanuel Macron va faire un référendum sur pain au chocolat ou chocolatine pour donner la parole aux Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, non, ça, les Français s'en fichent. Bon, on va trouver un autre sujet. Donc, on teste les choses en disant c'est une fuite, on fait semblant de passer. Je rappelle que les journalistes ont tous été convoqués à l'Élysée pour donner les éléments de langage régulièrement qu'il faut imposer. Donc, à partir de là, que ce soit l'un ou l'autre, il choisit aujourd'hui l'Express, demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais oui. Ça peut même être valeurs actuelles. Hein. Ils savent très bien disperser en fonction de des communautés, des clients qu'ils visent, on va dire. Voilà, donc du coup, s'ils voulaient toucher tout le monde, ils enverraient un petit message à Toxin, mais le problème, c'est que l'intoxication ne marcherait peut-être pas. Oui. On obéirait peut-être pas de la même manière. C'est ça. Donc du coup, il y a ça. Donc ce côté-là, c'est ça. Et après, c'est l'architecte de la Macronie depuis le début. Donc savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que ça veut dire aussi que Emmanuel Macron est en train de plus en plus s'isoler? Moi, je repense toujours à une connaissance qui m'avait dit Emmanuel Macron est très sympa, je le connais. Par contre, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui s'isole et qui a toujours raison. Donc il est insupportable, il ne peut pas travailler avec d'autres personnes. Donc à partir de là, c'est quelqu'un qu'il connaissait quand il faisait ses études, mais qui a dit c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel, mais par contre, je voterai jamais pour lui pour toutes ces raisons. C'est un autocrate.
Voilà. Et c'est-à-dire qu'il veut toujours faire les choses. Donc, au bout d'un moment, tant qu'il joue au petit soldat, qu'il se déguise, c'est rigolo, c'est pénible, mais rigolo. Mais maintenant qu'ils veulent, là, il y a les discours sur les armées en disant je veux que la jeunesse puisse s'engager, je veux préparer la guerre de demain. Enfin, il y a un discours martial qui continue de sortir. Donc, peut-être les gens se disent bon, bah, à un moment, il y a des limites à nos intérêts personnels. La folie d'une personne, à un moment, peut aller très loin. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une petite prise de conscience de certains. Et je voyais que, par exemple, d'autres journaux comme Blast disaient qu'il était peut-être recyclé dans une banque d'affaires privée. Donc, on se rassure pour M. Colère, tout va bien aller pour lui après. Comme Thierry Breton, on n'était Voilà. pas très inquiets. Bon, on change de sujet parce qu'on en a beaucoup. Et je voulais vous parler quand même aussi d'Ursula von der Leyen et toujours cette plainte portée contre lui par Frédéric Baldan. Frédéric Baldan, c'est le lobbyiste belge qui a déjà été reçu ici sur Toxin et dans la matinale et surtout dans la longue émission et interview d'André Berkoff que je vous recommande. Eh bien, il attendait justement une décision judiciaire et en fait, finalement, là, la justice belge a décidé mardi dernier que la série de plaintes qui visait donc Ursula von der Leyen était irrecevable car le lobbyiste n'a pas pu prouver le préjudice personnel subi. Alors, on pourrait être très déçu par cette décision et d'ailleurs la critiquer comme Régis de Castelnau, je pense que vous allez le faire. Et d'une autre manière, ce qui est assez intéressant, et on va en parler aussi, Frédéric Baldan a tweeté, alors il n'est pas du genre à se laisser démonter lui, hein. Il a tweeté « Fin du premier épisode de la série judiciaire, c'est super !» avec un petit smiley et des cœurs, machin. 1. Maintenant, la presse traditionnelle va pouvoir enfin en parler. 2. Je ne suis plus tenu au secret. 3. Je vais pouvoir continuer à la poursuivre. Alors, peut-être, pareil, encore une fois, j'ai commencé par vous, Régis, sur ce sujet. Comment vous interprétez, et la décision judiciaire, et 2, cet enthousiasme de Frédéric Baldan face au refus de la justice? Alors, le problème, il est ce qu'on ne dit pas. On déclare la plainte irrecevable. Voilà, irrecevable cette plainte. Ah bon, donc bon, la procédure n'a pas lieu d'être. Donc Ursula von der Leyen est innocente. C'est ça le but. C'est ça le but. Mais le problème, c'est que lorsque vous déposez une plainte, vous devez justifier d'un intérêt pour agir, c'est normal. Oui. Mais le problème, c'est que là, en l'occurrence, M. Baldan, il n'a peut-être pas, techniquement, s'entend, l'intérêt pour agir, encore que ça mérite d'être examiné, j'en sais rien. En revanche, ce que je constate, c'est que le parquet, lui, son intérêt pour agir, il est permanent. Il est là. Il est l'accusateur, il est l'avocat de la République. Il est saisi d'une plainte, la première chose qu'il a à faire, c'est de regarder si oui ou non ça mérite des poursuites et en prendre lui l'initiative. C'est l'évidence, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas comme par hasard. Comme par hasard. C'est et c'est ça, dommage. cette protection dont bénéficie Ursula von der Leyen. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est qu'on a cette difficulté d'une justice qui ne veut pas bouger. Toute la protection dont on parle, la corruption incroyable de l'Union européenne. Vous vous rappelez du Qatar qui achetait des Bien sûr. parlementaires? Ouais. Ça en est où, ça? Où est-ce que ça en est? Alors nous, on parle de la corruption chez nous, mais à l'Union européenne, Oui. c'est géant. L'affaire von der Leyen est hallucinante, tout simplement, dès qu'on rentre un peu dans le détail. Alors ça, c'était pour dire protection de la part des systèmes judiciaires européens. Regardez ce qui s'est passé en Roumanie. Pardon, je fais juste une précision. C'est qu'on attendait beaucoup justement de ces juges belges en se disant, bon, la justice européenne, Cour de justice européenne, elle ne se charge pas du dossier, mais au moins un juge national pourra peut-être faire avancer l'affaire. Et là, d'un seul coup, donc, irrecevable. C'est vrai que alors qu'en plus, il était légitime, lui, puisque il est belge, la Cour se situe en Belgique, il y avait toute une... il y avait un intérêt à agir. Mais bon, bref. Mais ces différents systèmes judiciaires, ils sont encadrés depuis longtemps. Nous, on a une justice interne chez nous, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit judiciaire, est totalement soumise à l'Union européenne. Je veux dire, on n'est plus souverain en matière judiciaire. Et c'est pareil dans l'ensemble de l'Europe, sur des bases sociologiques, et aussi parce que M. Soros a veillé à encadrer tout ça. Il a subventionné, il a poussé des carrières, la Cour de justice des communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme est infiltrée par les
tenant de Soros. Regardez ce qui s'est passé en Roumanie. Oui. En Roumanie, c'est un autre sujet, mais la Cour suprême s'est autosaisie. Les juges ne s'autosaisissent pas. Ils doivent être saisis par un plaignant, par une autorité qui a la compétence. On vient d'en parler. Hein. Ils se sont autosaisis. C'est radicalement, non seulement illégal, mais c'est monstrueux au plan des principes. Au plan des principes, c'est monstrueux. Ils se sont autosaisis. Oh ben finalement, nous, ça nous plaît pas. Il n'y a pas eu de débat contradictoire, rien du tout. Crac, on suspend et M. Breton a applaudi en disant attention, ceux qui veulent être souverains, eh bien, on vous annulera de la même façon. On l'a fait en Roumanie. Voilà. Donc la justice belge, mais il n'y a pas de raison de lui faire plus confiance qu'à la justice française. Oui, alors sur le deuxième sujet, le deuxième volet, Frédéric Baldan qui dit c'est super. Est-ce que c'est ironique ou est-ce qu'il y a vraiment aussi une raison il dit, non, parce que lui, il va se retrouver dans une situation qui est rigolote. Parce que lorsque vous déposez, vous avez une procédure, que ce soit une enquête préliminaire par le parquet, que ce soit une instruction, ils ont un système assez voisin du nôtre, que ce soit une instruction, il y a le secret, ce qui est normal. Il y a le secret de l'enquête et le secret de l'instruction. Sauf que là, on lui dit non, il n'y aura pas d'enquête, vous êtes irrecevable. Il n'y aura pas de procédure. Très bien, donc je vais déballer. Et je vais donner mes éléments, je vais faire du Candace Owen. Hein. Hop, là, donc je vais... je comprends qu'il dit ça. Alors, il y a peut-être un petit peu de démagogie, mais sur le plan des principes, il a raison. Ok, et ben justement, ça tombe bien. On a invité Frédéric Baldan à venir parler sur Toxin, donc j'espère le plus vite possible pour qu'il, s'il le peut, vienne déballer, comme vous dites. Alors, Alexandre Langlois. Ça reste toujours sur le fait, déjà, il y a plusieurs choses. Elle a dit la plainte, comme a reçu Régis, est irrecevable parce qu'il n'a pas prouvé un préjudice personnel. Donc, ce qui ne veut absolument pas dire que Mme von der Leyen est innocente. Ça veut dire qu'on est sur un vice de forme, pas un problème de fond. Je veux dire, donc à partir de là, c'est-à-dire que finalement, tous les soupçons peuvent continuer de peser, tous les trafics peuvent continuer de peser. Elle n'est pas du tout innocentée. Donc ça, c'est la première chose. C'est juste un problème de mise en page selon la justice belge. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai regardé, c'est que les journalistes français, donc 20 minutes, Europe 1, tout ça, ont écrit des articles à partir d'une dépêche de l'AFP. Et cette dépêche de l'AFP est très intéressante parce qu'à la fin, il dit le parquet européen, un organe indépendant de l'UE, chargé notamment de lutter contre la fraude, a lancé une enquête en 2022. Et les investigations se poursuivent. Donc ça, c'est la conclusion de tous les articles français. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, le parquet européen continue l'enquête de l'autre côté. Et les titres ne sont pas très flatteurs pour Mme von der Leyen. Elle échappe aux poursuites. C'est pas dit, elle est innocente. Donc, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là où quand l'AFP oriente la presse, parce que l'AFP oriente la presse très clairement, là, elle l'oriente pas forcément dans un sens en disant, bon, le gars, il a dit ça, mais la conclusion, on n'a pas terminé. Donc, peut-être qu'on a encore un espoir d'avoir quelque chose qui sorte. Et comme le dit Régis, moi, le système judiciaire me fait de plus en plus honte, j'allais dire, et j'y crois de moins en moins, ou en tous les cas, sans la pression de la presse. Donc, peut-être que maintenant, justement, tout le reste va pouvoir sortir sans difficulté pour M. Baldan sur le reste de ces sujets. Et enfin, un troisième point, c'est là, je ne maîtrise pas la justice belge, peut-être que Régis la maîtrise mieux que moi. En France, quand une plainte est des sujets irrecevables ou qu'on ne veut pas la faire, on peut se retourner vers le doyen des juges d'instruction pour quand même ouvrir une enquête, le parquet ne rendant pas un jugement. Mais je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. Donc, je ne sais pas si leur système verrouille dès l'entrée, ce qui sera encore plus catastrophique qu'en France au niveau des libertés, ou pas. Vous avez une réponse là-dessus, Régis, ou pas? Non. Alors, je connais pas cette procédure. Effectivement, le système en France, je crois que c'est le même en Belgique. Le système, c'est la plainte simple. D'abord, je dépose une plainte. Le parquet ne poursuit pas. Alors, je dépose une plainte avec constitution de partie civile. Et là, la justice est obligée de nommer un juge d'instruction. Mais attention, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que le juge d'instruction, il va regarder le problème de la recevabilité de la plainte, non pas formellement avec l'intérêt pour agir, mais il va regarder l'intérêt de la plainte sur le fond. Et il peut parfaitement dire oh, non, tout ça c'est bidon, je n'instruis pas, ou bien c'est la tactique, lorsque on a vraiment envie de se débarrasser, il va, dans la mesure où c'est vous qui déclenchez, le personne privée, qui déclenche l'action publique, c'est une forme de compétence qu'on a donnée aux citoyens, à ce moment-là, on va dire oui, mais attention, ça va coûter cher. Donc, on va fixer une ordonnance de consignation pour faire face aux frais. Et là,
vous vous faites massacrer parce que vous avez des ordonnances tout à fait considérables et vous ne pouvez pas suivre. On n'en est pas là, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Baldan, j'espère qu'il va venir et qu'il vous expliquera Et qui viendra tout déballer. On fera peut-être venir avec vous, tiens, Régis. Mais ce qui est extraordinaire, quand la presse, elle a du mal à défendre von der Leyen, qui est haïe. Parce qu'elle est haïssable, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, on le voit, elle est très très gênée, comme c'est un agent américain, tout le monde le sait bien. Et donc là, le changement aux États-Unis, elle ne sait pas trop comment se positionner, c'est difficile. En plus, bon, on peut imaginer que les Américains ont de quoi un petit peu la titiller. Oui, la titiller. Ils doivent avoir quelques jolis dossiers. À mon avis, ils en ont un paquet de dossiers à ouvrir. On va s'amuser cette année. Alors, avant de continuer, vous dire infiniment merci à vous tous. On est hyper nombreux ce matin, ça commence très très fort avec vous. On est déjà 7000 en instantané en direct, alors il est même pas 8h, je crois qu'on est en train de battre, si on continue comme ça, on bat tous les records d'audience, de tous nos records qu'on rebat à chaque fois. Donc tout ça grâce à vous, grâce à nos chers chroniqueurs, évidemment Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Et puis, vous le savez, il y a aussi tous les autres. En fait, c'est la tournée des chouchous aujourd'hui. On a Au Bon Tweet qui arrive, ensuite les Tintins, et puis Olivier Babot pour parler de l'ère de la flemme, et ça c'est quand même sympa comme livre aussi. Donc surtout n'hésitez pas à appeler vos amis pour qu'on soit encore plus nombreux, qu'on les explose ces records. On a déjà dépassé France 24, mais allons-y, continuons, soyons les premiers d'Europe. Et pourquoi pas, non, les États-Unis, vous me direz, ils dorment, donc c'est peut-être facile à faire comme record. Mais bon, allez, je compte sur vous, des pouces, des cœurs. Et nous, on continue. Alors, tout de suite, on revient sur... ça, c'est un sujet demandé par Alexandre Langlois, parce que vous savez, on s'échange nos petits sujets. Il voulait revenir sur l'esclavage moderne. Alors, il y a deux angles dans cet esclavage moderne, parce qu'Alexandre Langlois travaille beaucoup. Il nous envoie des angles, en plus. Et donc, il y a d'abord le côté français, où on nous propose gentiment de travailler gratuitement 7 heures par an. Vous savez, vous vous rappelez de cette petite mesure qui ressort, la petite musique qui revient. Donc là, c'est revenu notamment dans le JDD dimanche dernier. Catherine Vautrin, donc notre ministre du Travail, dans cet entretien au JDD, qui dit les sénateurs proposent de travailler 7 heures de plus dans l'année, soit 10 minutes de plus chaque semaine. Bon, 10 minutes, ça fait rien quand on regarde comme ça. Pour financer la sécurité sociale, gratuitement. Pour financer la sécurité sociale, évidemment, c'est toujours pour le bien. Et le secteur du grand âge. Voilà, donc on nous propose de travailler 10 minutes de plus. Ça pourrait générer 2 milliards d'euros de recettes fléchées vers les dépenses sociales, voilà ce qu'elle précise. Et on comprend bien que cette proposition qui a été votée par le Sénat va être reprise doucement, mais sûrement, comme on a dit tout à l'heure, les petites fuites, les petites annonces, tout doucement, par le gouvernement. Alors d'abord, peut-être vous vouliez réagir à ça, Alexandre Langlois, et puis ensuite, on a assez rigolo, une réaction sur BFM TV d'une économiste qui, elle, réagit à l'immigration stoppée aux États-Unis et qu'elle a l'air de ne pas trouver ça bien, finalement, qu'on stoppe l'immigration pour des raisons de salaire qui étaient pourtant à la baisse, donc c'était bien pratique. On l'écoutera juste après, mais peut-être vous voulez commenter d'abord les 7 heures par an, les 10 minutes par semaine, là. 10 minutes par semaine, 7 heures par an, 2 minutes par jour. Ouais. La vraie question, c'est qu'on l'a déjà eu avec le lundi de Pentecôte, qu'ils avaient enlevé. Oui. Mais en fait, quand on réfléchit bien, et en plus dans un moment où M. Bayrou et toute la Macronie dit le travail doit payer, il nous dit ça va travailler, vous allez travailler, ça va payer 0. Voilà. Vous allez rien toucher. C'est toujours pour le grand âge, hein, vous remarquez à chaque fois. Hein. Toujours, et on a toujours vu que les mesures qui ont été prises... voilà, je repense une petite phrase de la Boétie qui disait « Ils ne sont guère mieux, ceux d'aujourd'hui, qui avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. » Voilà, on n'a pas changé depuis l'époque de la Boétie. Oui. C'est pour dire, on a toujours les mêmes qui nous disent c'est pour le bien général. Je rappelle qu'on a eu des impôts déjà qui ont été mis en place. On a eu la vignette automobile. Est-ce que les anciens en ont bénéficié réellement? Non, elle a perduré des années et des années. C'était un nouveau racket. On a eu le lundi de Pentecôte, journée de solidarité. Où passe l'argent au bout d'un moment et donc ça a encore été réfléchi dans différents endroits. Donc on nous fait croire que c'est ça, mais derrière il n'y a pas de suivi. Et malgré la Constitution, on doit pouvoir contrôler les comptes publics. On nous empêche de les contrôler parce qu'il y a toute une opacité derrière, comme on peut le constater, avec un dérapage de quelques milliards d'euros. Je rappelle que nous, quand on paye nos impôts en retard, on se prend 10% ou qu'on a un petit désajout à la banque, c'est pas grave. On est à des centaines de milliards, aucun problème. Et la taxe sur les retraites qui arrive aussi. Hein. Donc voilà, et aussi ça aussi, voilà, payons les retraités en les taxant pour reprendre leur argent et les repayer. Je veux dire, on est sur un cercle incroyable. Donc on est chez les fous. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller. Et derrière ça, ce qui veut dire, c'est que je repense à ça. Donc, ce soit de l'esclavage, soit la corvée. La corvée qui avait été mise à l'époque de Louis XV, où les gens devaient 3 jours de travail à l'État gratuit.
Voilà. Donc là, on est déjà bientôt à 2 jours, le troisième va arriver. Et déjà à l'époque, c'était pas populaire. Je veux dire, on était sous une monarchie absolue, mais les gens et les parlements à l'époque, qui étaient un autre type de régime, mais c'était révoltés en disant non, la corvée, ça va, on va pas faire travailler les gens gratuitement 3 jours au service de l'État. Donc là, on est en train de faire ça. Au fur et à mesure, si on réfléchit et qu'on déroule le fil, dans quel régime on travaille gratuitement pour l'État? Il y a deux versions. Enfin, pour l'État, réellement, c'est les régimes communistes du RSS, où tout le monde travaillait pour l'État gratuitement et l'État, en retour, vous donnait ce que vous aviez besoin. C'était le principe Officiel. vendu, en tous Oui, les oui, cas. oui, c'est Voilà. La réalité était tout autre. Nous sommes bien d'accord. Mais donc là, on est sur la même chose. On nous dit, on va vous faire travailler gratuitement pour l'État. Rassurez-vous, nous, on s'est augmenté de 300 € pour les sénateurs, les députés, 700 € pour les sénateurs. On a Madame Macron qui fait ses cours chez Louis Vuitton et il n'y a pas de problème. Donc, en fait, tout ça, il y a ce côté-là. On va vous écraser encore un peu plus, ça. Alors, il y a une question que je voulais poser à Régis sur ce sujet-là. Ah. Savoir si légalement, je ne sais pas si c'est sa spécialité, mais en tous les cas, s'il a des éléments de réponse, ça m'intéresse. Si on se met en grève le jour de la journée où on doit travailler gratuitement. Moi, je voyais un intérêt de ce que je faisais de droit social et de droit du travail. Je me disais, bon, quitte à pas être payé, on peut être en grève, donc qu'est-ce qu'ils vont nous retirer? Et même pour l'employeur, ça peut être intéressant parce que du coup, si on est en grève, il ne paye pas de cotisation et de charges sociales parce qu'on n'est pas là, du coup. Donc, du coup, est-ce que ça pourrait pas être un truc gagnant-gagnant s'ils nous font en social, quitte à pas travailler, quitte à pas être payé, autant pas travailler. Est-ce qu'on pourrait le faire légalement en faisant que les employeurs et les salariés puissent y aller main dans la main? Donc ça, c'était la petite résistance et une proposition. Donc là, je me tourne vers Régis, savoir s'il a des connaissances sur le sujet. Alors attendez, avant que Régis ne réponde, on me dit vraiment, vraiment très, très fortement dans l'oreillette qu'il n'y a pas du tout assez de pouces et de likes, alors qu'on est énormément, on est en train de battre tous les records et on n'a aucun pouce. Donc vraiment, c'est très important parce que sinon, ça va déréguler l'algorithme là et il va pas être content et il va nous rebaisser. Donc non, il faut vraiment pousser avant que Régis ne prenne la parole. Allez-y, Régis. Mais si on a un problème d'algorithme, on va demander à monsieur David Chavalaria s'il est super fort en algorithme. Ouais, c'est vrai. Le gars On va lui demander de mettre une application. Oui, alors, avant de répondre directement à la question d'Alexandre, je voudrais dire que c'est tellement scandaleux cette proposition, parce que bon, on peut se dire oui, mais oui, je veux bien 7 heures travailler comme ça, mais c'est le symbole que c'est. Oui. C'est le symbole, on fait porter la responsabilité aux gens qui travaillent déjà, qui sont pas milliardaires. On leur dit, faut que vous travaillez gratuitement parce que s'il y a une dette, si on est en situation catastrophique au plan des finances publiques, c'est de votre faute. Donc venez travailler gratuitement. Voyons, mais qui sont ces gens, franchement? Moi, s'il faut bosser 7 heures pour aider, s'il y a une catastrophe, la solidarité, etc., tout le monde se mobilise. Mais il faut voir, en plus, les Français sont très généreux de ce point de vue. Les Restos du Cœur, plus qu'aux États-Unis, quand on voit ce qui s'est passé dans les incendies de Californie. Donc, mais là, c'est une solidarité obligatoire. Non, la solidarité, c'est quand je veux. Et je suis prêt à en donner beaucoup, mais c'est quand je veux, pas quand vous avez vous décidé pour me dire que si la situation est celle-là, c'est de votre faute. Oui, puis finissons. Grève. Juste avant de répondre à Alexandre Langlois là-dessus, sur la solidarité, c'est surtout que cette solidarité imposée par l'État, on sait pertinemment que ça ne va pas aller, ça va pas aller enrichir malheureusement ni les EHPAD ni le service vieillesse. Donc voilà, c'est surtout ça en fait le problème. Mais non, c'est pour payer McKinsey. Et quand vous avez quelqu'un qui vous répond ça, comme je suis en train de le faire, on va dire oui, démagogie, on va dire complotif ou je sais pas quoi, parce qu'on va vouloir disqualifier ça. Mais non, pourtant c'est ça. Bah oui. 43 milliards d'euros donnés à McKinsey dans des conditions. Alors on vous annonce dans des conditions naturellement illégales, sans appel d'offres. Mais si vous trouvez qu'il y a du pénal, nous avait dit Emmanuel Macron, allez au pénal. Venez me chercher. Alors, oui, bon, on a été au pénal et puis de temps en temps, tous les 2, 3, 4 ans, le PNF dit oui, on enquête, on avance, fait une petite fuite comme ça pour faire croire qu'ils font quelque chose. Dans 25 ans, ils n'auront toujours pas statué. Bon, donc, sauf si les Français finissent par prendre ça à bras le corps. Sur la grève, excellente idée, mon cher Alexandre, parce que le principe de la grève, le droit de grève est un droit constitutionnel, il est dans la Constitution, c'est la cessation concertée du travail, et on n'a pas dit que c'était interdit dans telle et telle situation, etc. Alors on essaye à chaque fois, quand il y a des grèves de transport, on essaye à chaque fois de le contraindre, de le restreindre, en parlant de services publics et autres, mais là, en l'occurrence,
je vois pas ce serait inconstitutionnel d'interdire le droit de grève pendant les 7 heures de travail par an et les 2 minutes par jour. Donc, non, ça montre bien, ça c'est une pantalonnade, cette proposition. Mais c'est une super idée, alors, Alexandre Langlois. Bah Du oui, coup, oui, oui. on peut le Il a mettre en raison, place lui. pour le lundi de Pentecôte. Bon, je vais faire une petite pétition et lancer un mouvement. Faites Allez-y, grève le on lundi vous de suit. Pentecôte. Pour pas travailler, faites grève pour qu'on le récupère. C'était assez amusant quand même. Tout à Voilà. fait. On Et vous suit là-dessus, Alexandre. Et sur ça, aussi sur ce sujet-là, petite réaction sur tous les gens tous les députés qui sont venus défiler pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas voté la motion de censure en disant qu'il y avait des avancées. Donc, ils négocient le poids de nos chaînes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils disent rassurez-vous, vous aurez des chaînes un peu moins lourdes grâce à nous, mais vous aurez quand même des chaînes. Donc, voilà, que tous ces gens qui sont venus dire, les PS, les RN, tous ces gens-là qui ont dit Macron, c'est quand même pas bien du tout, mais on ne va pas voter la motion de censure. Voilà où ça arrive. Ils négocient, on va peut-être pas travailler 7 heures, ils vont peut-être nous faire travailler 6 heures gratos. Moi, c'est 0 que j'ai pas envie de travailler gratuitement. Voilà. Bon, alors, justement, Alexandre, on continue avec vous. Cette fois-ci, vous savez, évidemment, il y a beaucoup de commentaires en France depuis de ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, une des décisions de Donald Trump depuis qu'il est arrivé dans ses premiers mandats d'exécution, c'était évidemment de stopper l'immigration illégale à ses frontières. Eh bien, nous, on trouve pas ça bien, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Écoutez cette économiste française, Stéphanie Villiers, sur BFM TV. Écoutez ce qu'elle dit à propos de l'immigration. C'était bien pratique pour faire une main-d'œuvre moins chère. Juste sur les migrations, Stéphanie Villers, est-ce que ça pose vraiment un problème économique aux États-Unis ou bien, comme dans d'autres pays, il y a besoin de cette main-d'œuvre immigrée ? En fait, cette main-d'œuvre immigrée permet en fait des coûts salariaux faibles en fait en réalité et revenir sur cette main-d'œuvre qui est moins chère. En fait, ça va générer quand même de l'inflation interne parce que comme dans beaucoup de pays développés, en fait, cette main-d'œuvre est attribuée à des tâches que les locaux ne veulent pas effectuer. Voilà, Alexandre Langlois. C'est bon, déjà, on parle d'immigration illégale. Donc, déjà, il y a une reconnaissance que l'immigration, c'est nécessaire et que, effectivement, aussi, c'est de l'esclavagisme et de la traite humaine. Donc, ce sujet-là me tient particulièrement en France à cœur parce qu'en France, on a institutionnalisé la traite humaine avec M. Valls, avec une circulaire de 2012. Voilà, où les gens doivent prouver qu'ils ont été illégalement en France pendant 5 ans pour être régularisés. Oui. Et là, je le dis parce que j'ai travaillé avec des collègues qui travaillaient sur ce sujet de l'immigration clandestine quand j'étais dans la police. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que les gens, en fait, qui étaient exploités par cette traite humaine, étaient volontaires, en fait, à travailler des semaines de 70 heures, payés 500 € dans des logements insalubres. Pourquoi ? Et derrière, ils racontaient ce qu'ils vivaient, mais ils ne voulaient pas dénoncer leur patron voyou parce que derrière, ils savaient qu'il y avait un autre qui allait prendre la place et que la France allait les régulariser. Malgré en disant, les policiers qui étaient en lien disaient votre infraction, c'est une infraction administrative, votre employeur fait une infraction pénale, et ben du coup, vous êtes protégé par la France, on va vous régulariser. Ils se sont dit, mais oui, mais les prochains qui sont au pays ne pourront pas venir. Donc, en fait, on est sur quelque chose, en fait, de baisser les coûts, casser les prix, et tout ça a été institutionnalisé en France. On a passé sur un cap par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a légalisé, entre guillemets, on a incité légalement à cette immigration qu'on a dit ici, ça c'est traite humaine. Et là, cet économiste l'a parfaitement résumé, c'est pas pour des raisons humaines, ou d'aider les gens à s'en sortir, non, c'est juste pour les exploiter et pouvoir les mettre dans la misère. Donc, à partir de là, allons-y, continuons. Je veux dire, on travaille gratuitement pour nous, d'autres vont travailler dans des conditions misérables, mais tout ça avec l'appui des pouvoirs publics et des têtes bien pensantes. Voilà, maintenant, on ne s'en cache même plus sur BFM TV de dire oui, l'esclavage, c'est bien, oui, d'exploiter les gens, c'est bien, oui, d'exploiter la misère humaine, c'est bien. C'est-à-dire que de cet angle-là, c'est quand même catastrophique. Donc, du coup, avec des personnes comme ça, dans l'intérêt de tous, des fois, peut-être un petit contrôle de l'immigration, ou en tout cas changer les règles de l'immigration pour que cette traite humaine ne puisse plus être légalisée, institutionnalisée et protégée par l'État. Ouais. Régis de Castelnau. On peut préciser juste, Alexandre Langlois, que depuis, ça s'est empiré avec Emmanuel Macron qui a fait ce gouvernement qui a fait la proposition de légaliser l'immigration illégale par les métiers en tension. Donc ça ne fait que s'empirer. Oui. Ça fait qu'empirer. En plus, avec quelque chose pour les employeurs qui disent moi, en plus, je m'en lave les mains parce que je suis pas. On a demandé pendant la crise Covid aux restaurateurs, etc., de contrôler des documents publics. Par contre, les employeurs, eux, on leur dit si vous n'arrivez pas à reconnaître un titre de séjour qui est falsifié, on ne vous en veut pas. Donc, en fait, il y a ce côté où, quand ça arrange l'État de contrôle social, il n'y a pas de problème. Quand c'est un contrôle de la main-d'œuvre, là, il y a alors qu'on pourrait, effectivement, en tant qu'employeur, ce n'est pas facile forcément de reconnaître un titre de séjour qui a été falsifié, mais l'État pourrait mettre en place une
une aide pour leur dire on vérifie à chaque fois pour être sûr que vous n'employez pas de la manœuvre illégale, illégalement, en tous les cas. Voilà. Donc, ça, c'est pas fait. Et c'est ce côté où l'État est capable de déléguer et de mettre des responsabilités à des personnes à la géométrie variable sur ça. Donc voilà, il y a ce petit point aussi. Et sur le Emmanuel Macron, la dernière chose aussi qu'il a fait, c'est que la peur aussi de ces personnes, là, pour l'avoir vécu dans une opération de police, il y avait quelqu'un qui était sur un chantier qui travaillait illégalement. Il a vu la police, il est parti en s'enfuyant. On a ouvert le sac, il y avait 2000 euros en liquide. Et en fait, il avait plus peur de se faire contrôler parce qu'il n'avait pas de papier que d'abandonner un sac avec de l'argent liquide qu'il avait avec ceux qui travaillaient sur un chantier. Donc, ce n'était pas du stup ou etc. Je veux dire, il y avait moyen de s'expliquer sur l'argent. Et ce qu'Emmanuel Macron a fait pour renforcer cette pression sur les personnes en situation régulière, en tous les cas d'apparence étrangère, je rappelle que dans la loi, il a marqué, donc la loi de 2017 Asile et Immigration, que les personnels de l'État peuvent contrôler les gens sur leur apparence étrangère extérieure. Donc, il renforce ce côté discrimination et ce côté on va contrôler les gens par rapport à leur faciès. Donc, en fait, il y a tout un système qui est fait pour avoir de la main-d'œuvre illégale et de l'autre côté, pouvoir la mettre dehors et lui faire un chantage au salaire et de la maintenir dans la misère également légalement. Oui. Bon, alors, Régis. Bon, je vais faire un exercice de traduction de cette personne qu'on a vue sur le plateau de BFM. D'abord, elle fait du Marx quasiment dans le texte. Oui, écoutez, les immigrés, c'est l'armée de réserve du capital. C'est là pour peser sur les salaires. Oui. Enfin, voyons, parce que sinon, si on doit augmenter les salaires, ça va faire de l'inflation. Première ignominie. Deuxième ignominie, mais de toute façon, c'est de la faute des gens. Ils ne veulent pas travailler, ces feignants. Ils ne veulent pas. Donc, il faut bien qu'on fasse venir des esclaves, des gens qui seront mal payés, qui seront, comme vient de le décrire très bien Alexandre, qui vont être complètement soumis, qui vont être en danger, qui vont avoir énormément de mal à s'intégrer, dont les enfants vont basculer dans le trafic de drogue, etc., etc. Parce que l'immigration, elle présente ce premier problème qui est celui du travail, et deuxièmement, elle en présente un autre, c'est-à-dire que c'est l'intégration. Et qui c'est qui va prendre le premier choc de cette intégration, de cette difficulté, de ce communautarisme? Ce sont les couches populaires, ce sont les plus défavorisés déjà. Donc, c'est un fait qu'aujourd'hui, en 2025, on entend encore ce genre de discours aussi cynique. Ah oui, mais vous comprenez, il va y avoir de l'inflation et de toute façon, les gens ne veulent plus travailler. Mais attendez, et pas un journaliste sur le plateau pour répondre, ou pour la reprendre en lui disant, écoutez, on connaît l'histoire, depuis le 19e siècle, c'est toujours le même discours. Non. C'est que il faut réorganiser l'économie, surtout que cette personne qu'on voit sur le plateau est très représentative. Ouais. Elle est très représentative de ce monde. Vous avez tous ces petits bourgeois du 11e arrondissement de Paris qui sont là, mais oui, cœur ouvert, réfugiés welcome, etc. Parce que j'ai besoin d'une nounou, parce que je vais dans des restaurants où les plongeurs sont payés au noir et très mal, et comme ça mes factures ne sont pas trop élevées, mes notes de restaurant, etc., etc. Tout ça, moi, je veux dire, c'est assez insupportable d'entendre ce discours. Ouais. Alors, on change complètement de sujet. On part en Russie, un petit peu de politique étrangère. Puis après, on a un tout petit sujet un peu rigolo quand même en Belgique. Mais d'abord, la Russie avec Donald Trump qui a décidé de prendre les choses en main pour réussir à trouver la paix en Russie. Alors, ça faisait partie de ses grandes annonces. Il avait dit, vous vous rappelez, en 24 heures, le conflit avec la Russie sera terminé. Bon, finalement, évidemment, ça prendra un peu plus de temps que prévu. Donald Trump avait déjà repris la parole. Je crois que c'est même avant même son intronisation, il avait dit Zelensky veut passer un accord. Je ne sais pas si Poutine le souhaite ou pas. Il devrait le faire. En tout cas, je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne trouvant pas un règlement. Donc, la pression commençait à monter. Mardi dernier, Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre l'économie russe. En disant que c'était probable, nous allons nous entretenir très bientôt avec le président Poutine et nous verrons ce qui se passera en suggérant qu'il puisse y avoir des sanctions qui détruiraient l'économie russe.
d'un côté, il a quand même aussi proposé cet entretien avec Vladimir Poutine, entretien téléphonique, pour pouvoir mettre les choses en place. Et puis, on apprend donc hier par le Wall Street Journal que Donald Trump a déjà nommé un émissaire spécial à qui il a donné 100 jours pour régler l'affaire, enfin le conflit. Le général Case Kellogg, qui est un vieux de la vieille, entre guillemets, c'est le vétéran du Vietnam, âgé de 80 ans, qui a publié déjà son plan, fixer la ligne de contact comme une ligne de démarcation, donc reconnaître de facto l'occupation par la Russie, repousser l'adhésion de l'OTAN de l'Ukraine de 20 ans en échange de solides garanties de sécurité américaine, et les sanctions contre la Russie qui seraient progressivement levées. Bon, on apprend d'après le Wall Street Journal qu'évidemment la Russie voit ça d'un œil sceptique. Je vois pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, après peut-être que aussi le Wall Street Journal a des messages à faire passer, on ne sait jamais. Sachant que c'est un plan qui a été également rappelé par le nouveau vice-président J.D. Vance dans un podcast, celui du Ryan Show. Et pour finir, je vous propose d'écouter Marco Rubio, aussi le nouveau ministre de la Guerre aux États-Unis, qui a rappelé aussi que leur objectif était vraiment la paix, la paix, la paix. On écoute ça rapidement. The conflict needs to end, and it's the policy of the United States that we want it to end. We want to do everything we can to help it end. We are going to engage in making it end, and in a way that is sustainable, meaning we don't just want the conflict to end and then restart in 2, 3, or 4 years down the road. We want to bring stability. We have a lot of important and pressing issues around the world, and I think everyone should wake up this morning and be very happy that we have elected as our 47th president a man in Donald J. Trump that wants to promote peace in the world and bring it to the end of these conflicts. Voilà, donc le conflit doit s'arrêter, il faut qu'il s'arrête, il n'aurait jamais dû commencer. Nous, ce qu'on veut, c'est pas seulement que c'est pas vraiment du mot d'avant, mais que le conflit s'arrête là, maintenant, mais surtout qu'il s'arrête pour la durée. Et tout le monde devrait se réveiller aujourd'hui en se disant qu'on a de la chance d'avoir élu un nouveau président qui veut vraiment la paix dans le monde. Voilà ce que dit Marco Rubio, donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas tout à fait la teneur de ce qu'on entendait jusqu'à maintenant. Et Régis de Castelnau, qu'en pensez-vous ? J'en pense qu'on vient d'entendre ce que racontent les Américains. J'ai pas entendu les Russes. Là, je prends l'oreille. Ah, mais non, tiens, j'ai pas entendu ce que disent les Russes. Si, j'ai entendu ce que disent les Russes. Depuis 2014. Depuis fin 2021, lorsqu'ils ont proposé leur mémorandum, depuis février 2022, lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine. Oui, j'ai bien entendu ce qu'ils disent. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de nous raconter. Il faut la paix, c'est formidable, on va faire la paix. On a déversé des milliards sur l'Ukraine, on a armé l'Ukraine. Aujourd'hui, la défaite, elle est consommée. Elle est consommée. Bon, on imagine qu'une guerre, c'est envahir un territoire, le contrôler. Non, ça ne fonctionne plus de cette façon-là. Simplement, aujourd'hui, Trump sait bien qu'il va falloir qu'il acte cette défaite sans perdre la face. Il va falloir construire quelque chose. Mais le problème, je me répète, il faut être deux pour ça. Il faut donc partir de ce que souhaitent les Russes. Oui, on va faire une ligne ceci, un truc cela, mais même pas en rêve. Même pas en rêve, c'est assez impressionnant. Et alors, il y a une chose qui me frappe quand même, et qui me préoccupe, c'est que Donald Trump, peut-être Rubio et d'autres, on dit un certain nombre de choses qui montrent bien que soit c'est de la propagande, soit ils continuent à prendre toutes leurs informations auprès de Zelensky. Quand Trump vient dire l'économie russe est au bord de l'effondrement, il a pris Bruno Le Maire comme conseiller probablement. Quand il vient dire que les Russes ont eu 1 million de morts, c'est grotesque. Tous les sites anti-russes pro-ukrainiens disent absolument pas. Absolument pas, c'est grotesque comme imputation. Et que je veux dire, si on part sur, soit c'est un habillage, soit il y croit vraiment, mais il s'engage quand même en disant ces choses-là. Je pense qu'on est loin du règlement. On est très loin de la paix telle qu'ils la décrivent. Il y aura des discussions, il y aura des négociations, et pas avec l'Europe, ce sera directement entre les patrons. Mais je pense que, d'ailleurs, on voit bien ce qu'a dit Trump, en 24 heures. Ah non, maintenant c'est 100 jours, puis après ce sera 6 mois. Moi, vous savez, ça me rappelle des souvenirs. C'est la fin de la guerre du Vietnam. On avait commencé des pourparlers qui ont duré 4 ans.
Et puis, ils sont aboutis à un accord, hein, et 1 an après, 2 ans après, le Nord-Vietnam a fini de conquérir le Sud et a réunifié le pays. Défaite totale des États-Unis. Il y en a eu d'autres depuis. Je pense en particulier à l'Afghanistan avec la débandade que l'on connaît. Non, je crois qu'il n'y a pas d'illusion à se faire. Il n'y aura pas de paix sans réorganisation de la sécurité collective, sans traitement des questions, y compris en Asie, les questions du Taïwan. Si Trump s'imagine qu'il va pouvoir mettre en place, moi c'est mon opinion, hein, son système, j'annexe Panama, je fusionne avec le Canada, j'achète le Groenland, facilement, je pense qu'il y a peut-être quelques illusions de ce point de vue. Ouais, moi je me demande si, Régis, mais bon, on en redébattra une autre fois, si c'est pas aussi la méthode de Trump, je montre les muscles, je fais beaucoup de bruit, mais d'un autre côté, il envoie quand même un émissaire sur 100 jours, il avait déjà appelé, il avait déjà prévu d'appeler, je vais y arriver, Vladimir Poutine plus tôt, donc bon, est-ce que c'est pas les muscles, mais pour un dialogue après plus simple, plus facile, je sais pas, est-ce que c'est pas la méthode Trump, on verra bientôt. Oui, hein, mais si c'est on gagnant. est très loin, y compris dans ce que dit Rubio, très loin de ce que disent les Russes, très très loin. C'est même, je veux dire, c'est même contradictoire. Oui, bon, Donc voilà. ok, Non, suivre, on ne donc. veut plus. Ils l'ont dit. L'OTAN, l'Ukraine à l'OTAN, c'est non, c'est non. L'Ukraine avec une armée, c'est non. Vous savez, ils sont pas commodes Mais les Russes. C'est pas l'adhésion des à gens l'OTAN faciles, hein. serait là aussi écartée, c'est ce qu'a dit J.D. Vance, donc il écarte hein, l'adhésion à l'OTAN. Et là aussi, dans le Wall Street Journal, dans les lignes fixées par Kellogg, il y aurait repoussé l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine de 20 ans. Repoussés, De 20 ans. Clémence. De 20 ans quand même. Non, Mais oui, mais c'est rien, 20 ans. C'est repoussé. Ouais. On est déjà à 10 ans de Maïdan, hein, plus de 10 ans. Donc, du coup d'État organisé par les Américains. Et puis, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que le Sud global, en général, et les Russes en particulier, ne font aucune confiance à l'Occident. Ils ont tout Ouais, c'est violé. sûr. Hein, les accords de Minsk, ils se sont tirés des traités de dissémination de l'arme nucléaire, etc. Hein. Ils mentent en permanence. Ils prétendent qu'il y a des armes de destruction massive en Ukraine, ils vont tuer 4 millions de personnes et en faire déplacer 32 millions. Ouais. Donc, si vous voulez, les Russes, c'est fini, ils ne font pas confiance. Bon, alors Alexandre, rapido, parce que je voudrais qu'on puisse écouter le petit sonore belge quand même. Moi, ça juste va pour le être savoir. rapide. Tout ce qui peut aller vers la paix, ce sera bien, parce que dans tout ça, effectivement, peut-être que la Russie parle pas, mais on n'entend pas non plus beaucoup les peuples ukrainiens et les peuples russes, en fait, des deux côtés, parce que je rappelle que l'Ukraine est en train de recruter des gens mano militari pour les envoyer sur le front, que même la belle brigade formée en France a eu un taux de désertion incroyable, et du côté des Russes, je suis pas sûr que la jeunesse ait continué envie d'aller sur le front ukrainien non plus. Donc, il y a aussi ce côté-là, peut-être que ce serait bien de penser juste aux gens qui veulent vivre en paix et qui se disent quel que soit le maître qu'on a au-dessus de nous, finalement, on voudrait juste vivre tranquille chez nous, quoi, dans notre petit village. Donc ça, c'est la bonne chose. Après, l'autre chose que j'ai trouvé assez amusante, c'est de parler de paix. C'est l'intitulé du ministère américain, ministère de la guerre, pour parler de paix. En France, on avait su évoluer, ministère de la guerre, ministère des armées, ministère de la défense, avec un recul sous Emmanuel Macron. oui. On est retourné à ministère des armées. Mais tout à fait, oui. Et donc, du coup, prochaine étape, ministère de la guerre. Donc, en fait, c'est pas exactement la même philosophie. Donc, à voir. Et derrière, sur le côté Trump, la folie contrôlée, j'allais dire, il balance des trucs tellement énormes qui fait peur à tout le monde. Ils disent comment va réagir ce type. Même la Corée du Nord se demande des fois comment il peut réagir. C'est pour dire par quoi ils ont quelqu'un qui est gratiné à leur tête aussi. Donc, se dire que comme il est incontrôlable et qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, du coup, ça peut lui donner un avantage dans les négociations. Allez, un petit sonore rapido et un mot derrière, chacun seulement un mot, on écoute. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie ? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années. Voilà, on s'arrête là. C'était la RTBF, donc média public belge, qui applique un cordon sanitaire, une analyse pour prendre du recul par rapport au discours du nouveau président américain, parce que quand même, ça le vaut bien. Allez, un mot chacun, Régis et Alexandre. Bon, c'est bien que
Donald Trump mange les petits-enfants, donc on va publier ça en différé pour être sûr qu'il n'a pas mordu un bébé qui passait. Non mais c'est pas possible, quoi. Ils se rendent même plus compte, ils ne se rendent plus compte. Oui, ils le disent, ils le disent tout fort, là, au moins ça le mérite d'être clair. Non, on veut pouvoir le censurer. Alexandre Langlois. Bon. Moi, je trouvais ça. Déjà, ils ont eu l'honnêteté de dire que ce sera en différé, donc ça, c'est déjà bien pour les gens. Et donc, après, à l'heure actuelle où on a le choix de l'information, pour ceux qui veulent le voir en direct, ils changent de chaîne. Et puis, à ce moment-là, ça leur fait une chute d'audience. Et puis, tant pis pour eux, j'allais dire. Et soit les gens disent, moi, je veux avoir un cordon sanitaire et je veux, entre guillemets, avoir une analyse un petit peu avant, quitte à avoir une censure. Donc, voilà, la vraie question, c'est s'ils censurent un morceau, est-ce qu'ils préviennent les auditeurs ou pas? C'est la question. Mais moi, quand on prévient les choses, ça ne me choque pas. Les gens peuvent regarder sur d'autres canaux. Donc, oui, je trouve ça un petit peu idiot parce que je ne suis pas sûr que Trump mange les petits-enfants comme dit Régis en direct. Mais d'un autre côté, après, si les auditeurs sont prévenus, après, c'est à eux de faire le choix de se dire on s'en va ou on reste. Allez, merci beaucoup. Toujours la nuance avec Alexandre Langlois. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, Au bal masqué de la Macronie, Essayer la démocratie, édition Talma, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, Régis de Castelnau. Nous